Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Panorama, c'est sur le plateau d'Agnews Sécurité. C'est votre débat sur la sécurité privée et publique. Et justement, du public au privé, c'est notre thème aujourd'hui car nous allons parler de ces ex-policiers, ex-gendarmes qui basculent dans la sécurité privée. Ce qui est une autre façon de voir bien évidemment le continuum. Ils sont devenus agents de sécurité, directeurs sécurité, conseils, experts, ou même leurs propres patrons de sociétés de sécurité. Alors pourquoi le privé les recrute? Comment se passe la transition? Quels sont les avantages et les inconvénients de rejoindre la sécurité privée? Et pour les entreprises qui les recrutent, n'y a-t-il pas des risques de conflit d'intérêts, entre autres? Les réponses, eh bien, c'est dans ce numéro de Panorama avec mes invités sur ce plateau. Christine Alejandro, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, vous êtes policière active et conseillère mobilité carrière en charge des partenariats sur la zone sud pour la police nationale. C'est exact? Oui, tout à fait. Donc, je suis un major ULP et le ministère, en 2011, a créé cette unité pour la mobilité, suite à la loi de 2009. En quelques mots, votre mission, c'est quoi exactement? Ma mission, c'est de faire connaître le savoir-faire et les compétences des policiers dans mes partenaires institutionnels ou privés. Parfait. À vos côtés, Johan Hospital, en charge du recrutement national au sein de la Sûreté SNCF. Bonjour, et par ailleurs ancien gendarme. Bonjour. Bonjour Alexandre. Qu'est-ce que vous faisiez à la gendarmerie? Alors j'étais gendarme adjoint volontaire en PSIG voilà, pendant une durée de 5 ans, avant de rejoindre donc, les rangs de la Sûreté ferroviaire en tant qu'agent dans un premier temps, et évoluer vers différents postes qui m'amènent aujourd'hui à être référent national au recrutement. D'accord. Et donc à recruter justement chez nos amis de la gendarmerie, de la police nationale notamment. Parfait, merci beaucoup. Face à vous, Jacques Varnery, Corporate Security Manager chez Safran, également ex-policier. Quelle était votre fonction dans la police? Bonjour Alexandre, j'étais donc officier de police dans une direction spécialisée. D'accord. En charge surtout d'enquête judiciaire. Pendant combien de temps? 10 ans. 10 ans. Et à vos côtés, Arnaud Crémer, ancien gendarme, qui a créé sa société de sécurité, mais vous m'avez repris tout à l'heure, cette société de sûreté qui s'appelle Iremos, spécialisée en ingénierie de sûreté, malveillance et opérationnelle, coordination, gestion de crise, formation, exercice, etc. Pourquoi plus sûreté que... Bonjour Alexandre. Alors, pourquoi plus sûreté? Parce que nous, la sûreté, c'est tous les événements liés à la malveillance, la volonté de nuire à des personnes, des biens ou des données. Et la sécurité, c'est plus réglementaire, c'est plus l'accidentel. D'accord. Voilà. Donc, la malveillance. Vous êtes un ancien du GIGN? Voilà, je suis un ancien du GIGN. J'étais 21 ans en gendarmerie, 11 ans au GIGN. Et j'ai piloté la cellule des dossiers objectifs et audits. C'est-à-dire, moi, je n'interviens pas sur le site où se passe l'événement. Je fais tout le travail en amont de connaissance du site et de préparation au cas où sur les avions, les bateaux, les événements sensibles, les sommets des chefs d'État, etc. Pour anticiper. Pour anticiper, c'est un énorme travail de préparation. Parfait. Alors la première question que je souhaite vous poser, et échangeons là-dessus, c'est les raisons qui peuvent pousser un ex-policier ou un ex-gendarme à quitter la fonction publique pour rejoindre le privé. On aura vos cas de figure également, mais Christine, peut-être de façon générale, au niveau de la police. Les raisons qui ressortent le plus? Les raisons, il faut savoir que la plupart des policiers qui, à un moment donné, désirent sortir à l'extérieur, c'est une volonté de changer. On ne se reconnaît pas dans le métier. Voilà, les missions ont changé, ont évolué, les générations, on est face comme dans toutes les autres branches professionnelles. Ensuite, souvent un manque de considération. Le fonctionnaire a l'impression qu'il n'est pas bien considéré. Des changements de vie, des chemins de vie qui font, on divorce, on se sépare, on change complètement, on change sa vie, on change de situation, on veut changer. Et c'est important. Il faut savoir aussi que beaucoup de fonctionnaires, notre mission n'est pas là essentiellement que pour la mobilité externe, hein. Elle est là pour informer le fonctionnaire. C'est-à-dire le fonctionnaire, il n'est pas bien, il ne sait pas. Il faut qu'il trouve une structure, des personnes qui soient capables de l'écouter, de le conseiller et surtout de donner les bonnes informations. C'est le but de la M2RP. Donc on est formé, parce qu'on a été détachés dans l'armée, hein, comme les gendarmes, on a été formés avec eux, les gendarmes, les pompiers, la défense mobilité, par un cabinet de recrutement. Et puis après, on est le lien avec la centrale. Je suis policier, je ne suis pas bien, je veux démissionner, je veux une disponibilité, je veux une rupture conventionnelle.
je veux voir ailleurs, qu'est-ce que je peux faire, avant de c'est développer important. tout ça, c'est d'appuyer sur le fait que ça peut être un malaise quelque part. Ah, ça peut être un malaise, ça peut être un choix de changement de vie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Aussi, acquérir de nouvelles compétences. On a acquis des nouvelles compétences et là, il y a des sociétés qui sont toujours quand même, on les a en partenaire, donc en recherche et c'est intéressant. Johan Hospital, quelles ont été les raisons pour lesquelles vous avez quitté, vous Alors, il y a un volet aussi important. Alors, selon les périodes, il y avait les ouvertures de concours, oui ou non. Sur moi, mon public qui était gendarme adjoint. Donc, il y avait une période où il n'y avait pas de concours interne, il y avait un peu moins de place. Et voilà, c'est en train de changer actuellement. Donc, il y a ce volume-là, la barrière du concours, tout simplement pour le passage d'adjoint de sécurité à gardien de la paix, de gendarme adjoint à sous-officier. Il y a des raisons par moment de mobilité, des mutations qui sont difficiles à obtenir chez le régalien et qui, donc, du coup, par décision vers le privé... Ça a été le cas pour vous ? Personnellement, non, mais par contre, dans ma casquette actuelle de référent national recrutement, j'ai quand même des gens. Alors nous, on recrute quand même essentiellement en Ile-de-France, mais pour le coup, on a quand même des gens qui nous sollicitent assez fréquemment pour savoir si oui ou non on a des possibilités. Mais vous, pourquoi vous avez... Oui, il y avait, c'était la problématique des concours essentiellement. Donc voilà, personnellement, c'était sur ce levier-là. Et on retrouve encore beaucoup ce format à l'heure actuelle dans nos besoins. Jacques Vernery, en tant qu'ex-policier, quelles étaient les raisons pour lesquelles vous avez quitté le public pour rejoindre le privé? Je me retrouve beaucoup dans ce qu'a dit Johan, en fait, sur les aspects concours. Pourquoi parce que quand vous passez un concours, d'abord, en fait, il faut le préparer. Ça veut dire qu'en général, il faut essayer de se trouver un endroit où on n'a pas trop de boulot, se mettre un peu en retrait de la vie active. Et surtout, le concours, ça implique aussi après une séparation familiale, puisque vous partez 2 ans en école, et à l'issue, en fait, de cette formation, de cette promotion, vous pouvez vous retrouver muté à Verdun. J'ai rien contre Verdun, c'est sans doute une très belle ville. Alors qu'on voulait à Saint-Tropez. Exactement, et oui, alors, ou simplement, en fait, juste repartir à l'endroit où votre épouse a son travail. Donc le concours, à mon avis, est une vraie barrière, en fait, a été une vraie barrière pour moi. Et effectivement, il y a un an, dans la progression de carrière, soit j'attendais, en fait, la progression de carrière linéaire de la police, c'est-à-dire que j'allais prendre quand même un certain nombre d'années, en fait, avant de monter en grade. Soit en fait j'essayais de prendre mon destin en main et puis voilà, partir dans le privé. Donc voilà, donc il y a aussi cet aspect nouvelle aventure. Arnaud, alors au GIGN c'est un peu différent puisque en fait on a une limite d'âge statutaire, puisque on est troupe aéroportée et on a à 40 ans on est obligé de quitter l'unité. Alors ça a évolué, moi j'ai quitté en 2006, ça a évolué, maintenant je crois que la limite d'âge a été augmentée. Et à 40 ans, moi, j'avais une expertise avérée, un réseau, et je me suis dit, pourquoi pas créer une société sur cette connaissance, cette expertise. Bon, là, c'est une autre aventure de chef d'entreprise, mais la vraie raison, c'est que on peut évidemment, quand on quitte les GIGN, rester dans l'institution, bien entendu, mais aussi quand on a fait une dizaine d'années au GIGN, c'est quand même compliqué de revenir dans l'institution traditionnelle. Voilà. Donc en fait, moi c'est vraiment... j'étais obligé de quitter parce que limite d'âge oblige, mais voilà, c'est pour ça que... Raison personnelle, raison familiale, question de concours, horaire aussi, probablement. Le malaise, on en a parlé, le malaise de la police ou peut-être dans la gendarmerie aussi, avec le stress, la pression, le contact avec le citoyen qui est de plus en plus difficile. Ça joue, bien évidemment. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le salaire. Est-ce que ça joue ? Ah ben oui, bien sûr, le salaire joue... Parce que le privé, bien évidemment, propose des salaires bien plus intéressants. Propose des salaires beaucoup plus intéressants, mais ça ne sera pas l'élément moteur pour la majorité des fonctionnaires. D'accord. Certains veulent changer de vie, c'est-à-dire ne se sentent plus dans l'institution, n'ont plus envie, ou estiment que ils prennent trop de risques par rapport au salaire. Ouais. Et là, ça va être l'argument. Mais d'autres, ils veulent changer de vie, ils veulent mettre des compétences qu'ils ont acquises, ils veulent autre chose. Tout à fait. Alors ça peut être aussi bien la sûreté, la sécurité qu'un autre domaine. Alors, votre travail, je rappelle que
vous êtes donc policière active, mais conseillère mobilité carrière en charge des partenariats zone sud, donc pour la police nationale. Est-ce que votre travail finalement, c'est d'informer les policiers, les mettre en relation donc avec votre portefeuille de clients privés et de faire la passerelle? Alors tout à fait. Alors bon, il faut savoir, bon, moi je suis en charge des partenariats, mais nous avons deux grandes branches. Il y a les CMC en charge de l'accompagnement et d'autres en partenariat. Nous sommes 29 au niveau national, on est basé par zone de défense. Les collègues de l'accompagnement, ils aident le fonctionnaire, parce que le fonctionnaire, il ne sait pas parler de ses compétences. Le fonctionnaire, il se sent toujours très inférieur. Donc nous, on était formés pour justement, le collègue, il arrive, il dit, voilà, moi je ne sais pas, je veux partir. On va l'informer techniquement sur la dispo, comme je l'ai dit tout à l'heure, détachement, etc. Puis après, on va l'accompagner. Aide, élaboration de CV, technique de coaching, profilage. Ça, c'est tous les collègues de l'accompagnement avec lesquels on travaille. Puis il y a le collègue du partenariat, dont je fais partie. Nous, on est 16, on fait quoi? Moi, mon rôle, c'est d'être 16 où? au niveau national. D'accord. Voilà. Moi, je gère la zone PACA, Occitanie, Corse, Midi-Pyrénées. Donc, nous, c'est quoi? On est identifié par des grands groupes. Je ne citerai pas, on est identifié, on sait que le major Alejandro travaille. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont des offres de poste. Une fois qu'on est identifié, on a des relations quand même régulières. On a expliqué le pourquoi, comment ça se passe. Ils nous envoient leurs offres de poste que nous publions sur le site intranet de la police nationale. C'est-à-dire que tous les policiers de France de Navarre, quel que soit le corps, peut identifier cette offre qui est anonymisée. Il y a un contact, c'est le CMC. Le fonctionnaire, il est à Paris, il veut aller à Marseille. Il est à Lille, il veut aller à Béthune ou à Verdun. Il va voir son CMC de proximité, qui va le voir, le profiler. Puis après, il va envoyer au CMC du partenariat qui est en charge de la société. L'offre, ça se match, on voit, donc on l'accompagne, en fait comme un cabinet de recrutement, sauf qu'on est des policiers formés. Et ensuite, c'est du between, on transfère directement l'offre, et c'est le partenaire après qui prend le relais. La seule demande, l'exigence que l'on pourra avoir, c'est d'avoir le feedback. Est-ce que le policier l'a convenu, pas convenu? Et notamment, c'est un travail qui est de plus en plus important puisqu'on prépare la job 2024. Et si je peux compléter, là il y a quelque chose qui est très vrai, c'est que souvent dans l'institution police gendarmerie, la personne se sous-estime et ne sait pas mettre en avant ses compétences. Et ça, c'est quelque chose que j'aide pas mal de personnes à sortir de l'institution. Et dans mes discussions, c'est toujours ça, c'est qu'est-ce que vous savez faire que le chef d'entreprise va attendre. On n'apprend pas ça dans le public. On n'apprend pas du tout. On n'apprend pas du tout à se vendre à un chef d'entreprise, à un RH. On ne sait pas parler à un RH parce que c'est pas du tout notre culture. Et ça, c'est un vrai sujet. Et pour ça, les bureaux de reconversion gendarmerie police ont vraiment une importance capitale. Maintenant, il y a un autre sujet, c'est on ne doit pas se surestimer non plus. On ne doit pas dire je vaux tant. Bien sûr. Parce qu'il y a un peu. Il y a un peu des fantasmes de salaire et on en a vu tous. On pense que tout, dans le privé, on est tous payés. Voilà. Donc, il y a deux sujets. C'est savoir bien se vendre, mais pas non plus se surestimer. Alors, messieurs, justement, vous, quand vous avez fait votre passage au privé, comment vous avez été épaulé, Johan Hospital? Moi, il y avait l'aide de beaucoup des sous-officiers qui étaient dans mon entité, clairement, qui m'ont appris un peu à me vendre, à ressortir les qualités, à même déceler clairement le métier, parce que moi j'étais, on va faire un peu le tour de la France, mais j'exerçais à la frontière belge au PSIG à Hirson. Et donc, la sûreté ferroviaire, je ne les croisais pas beaucoup. Voilà, je m'étais pas. Donc, j'ai découvert ce métier pleinement grâce à mes collègues qui étaient anciens gendarmes mobiles et qui avaient travaillé fréquemment avec eux, et avec des préparations concours et avec les travails également avec le centre d'orientation de reconversion de la gendarmerie qui m'avait épaulé à faire tout simplement la rédaction de CV, l'aide de motivation notamment. Ça, c'était quelle année? 2009. Jacques Varnier, vous avez eu des épaules, justement, pour vous soutenir? À l'époque, il n'existait pas la M2RP. D'accord. Donc voilà, donc j'ai fait ça un peu... D'abord, j'ai eu le soutien de mes hiérarchies, ça c'est quelque chose qui était important. C'est-à-dire que quand j'ai dit, bon, bah voilà, je vais partir dans le privé, ils m'ont dit, super, bonne idée. Mais sinon, non. J'ai dû contacter quelques anciens collègues qui étaient partis dans le privé pour essayer un peu de savoir comment ça se passait lors des entretiens et autres. D'accord. Donc voilà, donc je pense que la M2RP change beaucoup les choses aujourd'hui là-dessus.
Pour vous, Arnaud? Alors moi, comme j'ai créé ma propre société, j'ai tout fait tout seul, c'était en 2006. C'était courageux, parce que là, c'est pas de rentrer dans un groupe privé, c'est carrément de devenir chef d'entreprise. Oui, et surtout avec 3 enfants en bas âge. Oui, effectivement, je confirme, c'était... D'ailleurs, ça a pas été... Non, ça a été un peu tendu au début, bien entendu, mais alors moi, je ne me suis pas du tout retourné. Je ne sais pas si le service de recommandation de la gendarmerie existait déjà, mais en tout cas, moi, j'ai fait seul. Vous avez fait tout seul? J'ai fait seul. D'accord. Voilà. Christine, combien de policiers passent dans le privé chaque année? On a quelques chiffres? Oui, on a quelques chiffres. Bon, c'est très peu. Hein. Il faut quand même savoir que 72,14% des fonctionnaires font de la mobilité en interne. Mais ils viennent nous voir, puisque... en fait, tout le monde veut partir, tout le monde est mal, donc il y a les entretiens. Même en zone sud, on est une zone où on a le plus d'entretiens. Mais en fait, c'est salvateur parce que quelque part, des fois, ils viennent nous voir, on fait du positionnement, parce qu'autant il y en a qui sont sous-estiment, autant il y en a qui sont surestiment. Et ce passage confronté à la réalité, puisque pour nous, on est une vitrine de la réalité, ils comprennent que finalement, ils sont bien. Donc, ils viennent, ça remet tout le monde à sa place et ça aide. Ce qui fait que, des fois, de venir, ils vont faire une mobilité, mais pas automatiquement privée. Donc, je veux dire, 72,14, c'est de la mobilité interne. D'accord. Le reste vont dans le privé. Bon, en termes de chiffres, on a une idée? Oui, on a quelques tableaux, on a quelques chiffres. On a quand même 218 fonctionnaires qui ont été reconvertis, de titulaires. Puis bon, nous, il faut savoir aussi que notre grand vivier, ce sont les contractuels de la police nationale. D'où pourquoi on a essentiellement été créé aussi, ce sont les emplois jeunes. Ces jeunes qui font des contrats de 2 fois 3 ans, qui sont un vivier pour les métiers de la sûreté et de la sécurité, puisque ces jeunes, comme les GAV, sont titulaires de la carte pro des métiers de la sécurité, donc employables directement, puisqu'on les suit et qu'on les met clé en main. Après, on s'occupe aussi des conjoints de fonctionnaires. Là, on en accompagne au niveau... En 2020, on en a accompagné 15. Des ADS, 478. On a 378 ADS reconvertis au niveau national pour 2020. D'accord. On a 218 fonctionnaires, dont 100 orientés au sein de la police nationale. Oui. On en a beaucoup qui sont... comment dire qui font des sauts de puce et qui reviennent, puisque techniquement, ben oui, un fonctionnaire peut prendre une disponibilité, bien sûr. Partir et revenir. Bien sûr. Ce qui est un avantage quand même, ça, il faut le souligner. Ce qui est un avantage pour la fonction publique et pour le privé. Est-ce que c'est équilibré entre les hommes et les femmes? Autant d'hommes que de femmes qui veulent rejoindre le privé? Honnêtement, on n'a pas fait véritablement de statistiques, mais... beaucoup de femmes, par contre, qui partent dans le privé, c'est plutôt dans l'aide à la personne. Ah oui. Infirmières. Ah oui, on a beaucoup de personnes qui créent infirmières, tout ce qui est des cabinets d'hypnose. C'est une tendance actuelle aussi, générale, de toute façon. Générale, surtout sur le bien-être, la bienveillance, parce qu'en fait... comme tu le disais tout à l'heure, nous on accompagne vraiment, c'est-à-dire qu'une personne, elle veut monter auto-entrepreneur, etc. On le met en lien avec des personnes qui vont le conseiller. Je veux dire, c'est vraiment un soutien pour que le fonctionnaire ne se retrouve pas. Et ça, c'est quand même important, le fonctionnaire ou le contractuel. Je rajoute quelques chiffres qui sont ceux de la gendarmerie nationale, des chiffres qui vont de 2017 à 2019, parce que l'année 2020 a été quand même un peu... impacté par les conséquences sanitaires, donc c'est pas vraiment une référence. De 2017 à 2019, autour de 2000 reclassements par an, dont en moyenne 830 reclassements dans le secteur public, ce qui fait 42%, 1170 reclassements dans le secteur privé, 58%. Voilà. Important de... Petite précision, parce que là, j'ai les bons camemberts, Alexandre, là, aujourd'hui. Bien fait, d'accord. Nous, c'est pour 2019, c'était 63% sécurité privée. Ah oui, d'accord. 63% qui vont... au niveau de la fonction publique, on est quand même à plus de 47%, mais c'est parce qu'on a beaucoup de concours internes, notamment pour les contractuels de la police. Arnaud Kremer, vous avez décidé donc de monter votre propre société de sûreté qui s'appelle Iremos. Pourquoi ce choix et pourquoi dans ce secteur? Que fait Iremos? Alors, en fait, à l'origine, on travaillait... Enfin, le constat d'origine, c'est de dire, pour gérer une crise de haute intensité, il faut
s'y préparer, avoir ce qu'on appelle des documents froids, les plans des sites, etc. Et aussi les moyens de communiquer entre les différents intervenants. Donc on a créé, nous on est éditeur de logiciels de pilotage de gestion de crise. Et on a créé des outils qui permettent aux différents intervenants de piloter une crise. D'accord. En mode, dans une bulle en fait. On ne gère pas sur des sites WhatsApp, Messenger, etc. Donc en fait, on a créé ce logiciel-là. Et en fait, au fur et à mesure, vers les années 2015, on travaillait uniquement sur les sites extrêmement sensibles. Je ne vais pas les citer, mais des sites extrêmement sensibles. Et après les événements du Bataclan, je pense que l'actualité... après les événements du Bataclan, on a eu des nouveaux clients, des centres commerciaux, des parcs de loisirs, des écoles, qui se sont dit il faut qu'on se prépare à la crise de haute intensité. Et en fait, on accompagne toutes ces sociétés-là. On continue à travailler en lien avec les unités d'intervention BRI, RED, GIGN, pour préparer ces crises-là. Et parallèlement à ça, on a créé du conseil de former les CODIR, les COMEX, faire des exercices de mise en situation, mais on n'est pas dans du gros bras, on est dans l'organisation et la conduite d'une crise. Parce que ce n'est pas parce qu'on est un bon dirigeant du quotidien qu'on est un bon gestionnaire de crise. Et ça, c'est la gestion de crise, c'était votre savoir développé au GIGN, voilà, que vous avez mis en application. Exactement. Qu'on a civilisé, qu'on a mis. Combien d'employés aujourd'hui? On est une trentaine. Avec 10 ingénieurs développeurs et 20 personnes en conseil, dont des gendarmes. Est-ce que vous recrutez des gendarmes et des policiers? Bien sûr. Alors des gendarmes. Vous renvoyez l'ascenseur quelque part? Alors oui, des gendarmes. Vous le renvoyez, vous l'avez pas reçu l'ascenseur. Puisque vous êtes créé votre ascenseur vous-même. Oui. Alors j'ai des gendarmes, j'ai pas encore eu l'occasion de recruter des policiers, mais on a des anciens du service de renseignement, on a des anciens gendarmes, mais on a aussi des gens, des civils qui ne sont pas du tout de notre sérail. Et voilà, il faut arriver à former les jeunes qui ont des têtes bien faites et les confronter à la réalité du terrain. Parce que la sûreté, la gestion de crise, c'est plus de l'expérience que de la théorie. Il y a une partie de technicien, donc nouvelles technologies, etc. Et il y a une partie expert, conseil, accompagnement, voilà. Et donc, nos clients, c'est des CODIR, des COMEX. Est-ce qu'on peut parler d'une fourchette moyenne quand vous recrutez quelqu'un, un ancien de la gendarmerie ou de la police, en termes de salaire, pour avoir une idée? J'imagine eux, ce sont plutôt conseils experts. Oui, là, quand on parle aux militaires, on parle en net mensuel. C'est à peu près entre 3 000 et 4 000 euros. D'accord. Voilà. Ce qui fait une belle évolution par rapport à ce qui touchait auparavant. Ça dépend ça dépend de beaucoup de choses en fait. Les gendarmes ont bénéficié de logements. Nous, on travaille dans le privé, donc on ne compte pas les heures. Remarque, en police gendarmerie non plus, au passage. Mais c'est une évolution, mais je ne sais pas quels sont les. En fait, là, on retombe sur la compétence et pas le grade. Alors, on peut avoir quelqu'un qui a un positionnement qui sera. La plupart des référents sûreté, c'est des gardiens de la paix, des brigadiers, des chefs, qui seront performants et qui peuvent occuper certains postes d'ingénieurs ou de techniciens, parce qu'ils ont été formés, ils ont la compétence. Peut arriver sur le marché un officier, un commandant ou un commissaire, mais qui a un salaire beaucoup plus élevé, avec un grade, mais qui aura peut-être moins de compétences. Et on voit quand on fait le recrutement, parce qu'avec différents partenaires, certains restent bloqués sur le grade, et après ils regarderont la compétence quand ils font la primo-sélection, et d'autres sociétés qui, elles, seront que sur la compétence. Donc pour un gardien qui gagne peut-être, ou un chef qui gagne 2 300 € par mois, il va se retrouver sur un poste où il fera peut-être sensiblement les mêmes choses, je m'entends, au niveau sûreté, gagnera beaucoup plus, où il aura l'impression d'avoir plus de marge de manœuvre. C'est intéressant. Voilà, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire c'est en fonction de compétences, c'est en fonction de chaque individu et du poste occupé, de la fonction occupée. Complètement.
Non, mais complètement, parce qu'après, quand on envoie des gens en mission dans les pays à risque, c'est pas les mêmes. Enfin, il y a plein de critères qui font que. Et plein de profils. Jacques Vernery, est-ce que vous, également, chez Safran, vous recrutez des ex-policiers, des ex-gendarmes? Des ex-policiers, des ex-gendarmes et des ex-militaires. D'accord. Voilà. Pour revenir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, moi je conseille toujours en fait aux anciens policiers, aux anciens gendarmes de s'affranchir en fait du grade dans les CV, car c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la fonction, fonction compétence. De mettre qu'il a été brigadier chef ou autre, c'est pas ça qui est important. C'est quelle a été vraiment sa fonction et quelles a été ses compétences à ce moment-là. Missions, le privé, en fait, les grades, ça leur parle pas. En fait. Bien sûr. Et mais est-ce que chaque année vous recrutez? On a une idée un petit peu de Non, alors c'est pas chaque année. On va dire, bon, allez, peut-être si, oui, chaque année, on va dire qu'on recrute un ancien policier ou un ancien gendarme ou un ancien militaire. On a beaucoup aussi d'anciens militaires chez Safran. Donc voilà, ça dépend un peu des circonstances. En ce moment, il y a une crise Covid qui est arrivée et qui a mis un peu à mal l'aéronautique. Donc c'est un peu plus compliqué, mais on a encore recruté il y a peu de temps un ancien militaire chez Safran. D'accord. C'est également le cas, la SNCF, Johan Hospital? Oui, tout à fait. Alors, on est sur des volumétries de recrutement plus importantes, bien évidemment, avec la sûreté ferroviaire. On va recruter environ entre 150, presque 200 effectifs par an. Ah oui. Et là-dessus, on a une enveloppe, si on inclut les militaires, à presque 60% de nos recrutements, essentiellement contractuels, fin d'engagement militaire. Les gendarmes représentent environ 25% de nos recrutements, les policiers, 17%. Donc c'est un circuit qui fonctionne plutôt bien, notamment parce qu'il y a des valeurs qui sont inculquées dans ces institutions, la valeur travail, l'engagement, être présent à l'heure. On est sur du b.a.-ba, mais c'est inculqué et on gagne un temps, et y compris en fait en termes de... C'est des passerelles qui se font naturellement. Bien sûr. Donc en termes, nous on gagne en termes de communication, d'attractivité, on est connu. Voilà, on fait des opérations avec eux, ils échangent sur le terrain avec les collègues de la police nationale, gendarmerie. Et puis après, voilà, ça se fait dans une continuité opérationnelle et une continuité pour eux de parcours professionnel. Est-ce que la SNCF recrute au régiment du train? Pardon, parce que j'ai fait mon service militaire là-bas. À tout type de poste? Alors, on a nos besoins en termes d'agents de maîtrise ou de cadres se réduisent à l'heure actuelle. Comme la plupart de l'entreprise, sur des restructurations sur ces postes-là. Par contre, on a des besoins de compétences sur certaines spécificités. Ces dernières années, on a vraiment développé l'activité cynodétection, par exemple. Donc là, on a des besoins où on va aller chercher, lier. Effectivement, on ne regarde pas au grade, mais vraiment à la compétence. En plus, un circuit très fermé dans le milieu canin. Donc voilà, là, on pourrait aller sur des postes, mais sinon, la plupart du temps, on est vraiment sur du collège exécution, d'agents primo-intervenants, primo-présents dans nos gares et dans nos trains. D'accord. Et en type de profil, justement, en type d'expertise, qu'est-ce qu'on recherche exactement? Qu'est-ce qui se rapproche le plus de l'idéal pour vous lorsque vous recrutez? En fait, comme le disait Jacques, c'est vraiment la fonction, l'expertise qu'on va chercher. Ce qui est vraiment exceptionnel dans l'institution, c'est qu'il y a tous les métiers. Et tous les métiers, et quand je dis tous les métiers, ça va de maître chien à cyber, voilà. Et on va chercher vraiment la bonne personne, et on sait qu'elle sera bien formée et bien formatée, entre guillemets. Maintenant, après, ça dépend des besoins. Bien sûr. Nous, là, par exemple, moi, j'ai une personne qui fait des formations pour les dirigeants qui vont à l'étranger. J'ai pris une personne du GSPR, du groupe de protection du président, enfin ex-GSPR, GIGN maintenant, qui a été dans tous les pays, qui raconte des anecdotes, etc. et qui peut vraiment... Qui parle plusieurs langues. Voilà. Et donc, en fait, il faut prendre le bon expert pour la bonne mission. C'est un travail d'orfèvre. C'est exact. De toute façon, c'est ça. C'est du sur-mesure. D'accord. Je crois qu'il y a aussi quelque chose, on en parlait tout à l'heure avec Arnaud, la capacité en fait à sortir de l'uniforme, la capacité en fait à sortir un peu de son institution, de son vocabulaire et d'adopter les codes de communication du privé. Moins rigide peut-être. Alors moins rigide en fait et juste en fait avoir cette capacité d'adaptation. Alors ce qui est bien en fait, c'est qu'en police gendarmerie,
finalement, on s'adapte souvent au terrain. Donc, quand le terrain change, on réussit en fait à sortir un peu de son uniforme et adopter en fait des habits civils et adopter aussi en fait le langage. Moi, ce qui m'avait beaucoup surpris en fait quand je suis arrivé dans le privé, c'est que tout se faisait avec des anglicismes. Ce qui n'est pas le cas en fait dans l'administration. Donc parfois en fait je me retrouve autour d'une table et j'étais avec mon téléphone en train d'essayer de comprendre de quoi on parlait, mais assez vite on s'y met et il n'y a pas de problème. D'accord. C'est moins difficile que d'intervenir dans une cité à Marseille. Dans le cadre de votre portefeuille d'entreprise que vous avez, on cherche tout type de profil ou quand même on retrouve régulièrement Alors non, on recherche véritablement tout type de profil parce que, comme Arnaud l'a dit tout à l'heure, dans la police, on peut tout faire. Je veux dire, on a du soutien logistique, on a de la police technique et scientifique, on a le référent, l'expert, la protection, le CRS. Je veux dire, c'est divers et varié. Donc nous, justement, la richesse de notre mission, c'est de montrer qu'on peut trouver, on parlait tout à l'heure de la SNCF, puisque nous, on travaille beaucoup avec la SNCF, là-dessus. Ben, ça peut être aiguilleur, c'est divers et varié. Donc moi, mon rôle, c'est quoi? Une fois que j'ai identifié, de le mettre sur la bourse à l'emploi, parce qu'on a aussi des personnels qui ont le savoir-être, le savoir-faire, et qui n'ont peut-être pas la connaissance, mais ils ont une marge de progression pour l'apprentissage qui est énorme. On a d'autres personnes qui les veulent, mais au niveau de la progression, ils ne l'auront pas. Donc on ne pourra pas la présenter dans une société. En fait, moi, mon rôle, c'est d'arriver à détecter ces potentiels. Est-ce que j'en ai un qui sera un bon exécutant? Est-ce qu'il a le bon profil? C'est pour ça qu'on est intéressé partout, parce que des fois, vous avez des personnes qui n'avaient pas identifié telle fonction, et on le publie, on le reçoit, on échange, et finalement, parce que c'est notre rôle, les compétences, et tac, c'est le super profil. Et ça, c'est là où on a beaucoup de satisfaction quand on les place, quoi. Alors, pourquoi on fait appel à d'ex-gendarmes, d'ex-policiers? Quelles sont leurs qualités qu'ils ont développées et que n'ont peut-être pas d'autres profils qui viennent justement du privé? Naturellement, alors je passe pour ma paroisse, le fait de porter une arme, d'être mis en responsabilité avec le port de l'arme sur un métier où on porte l'arme quotidiennement, voilà, c'est une mise opérationnelle plus simple et nous une aide à la décision qui est facilitée, clairement. Donc le sens des responsabilités, l'autonomie. Voilà, je vous dis, après, voilà, on refait, on a aussi un taux d'échec aussi dans les recrutements, mais comme pour tout le monde. Mais voilà, c'est un élément comme ça qui me vient de manière évidente pour ce qui est de la sûreté ferroviaire, par exemple. Jacques Verneuil. Alors, je dirais en complément, connaissance, le sang-froid, la connaissance en fait du cadre légal aussi. Sérénité, sang-froid. Sérénité, sang-froid, s'adapter aux situations, et effectivement aussi en fait à être adapté en fait à intervenir dans un cadre contraint par un code pénal ou un code de procédure pénale. Finalement, dans l'entreprise, on s'y retrouve assez vite en fait. On s'y retrouve assez vite parce qu'elle est aussi régie par le droit du travail. Arnaud Crémer, chez Iremos, avec le recul des gens que vous avez recrutés. La rigueur et le savoir-être, sachant qu'il faut, pour avoir pas mal moi, j'ai quelquefois des dirigeants qui me disent essayez de me trouver un profil. Le profil gendarme police peut aussi faire peur aux dirigeants. En disant attention, il est trop rigide, il est trop carré, trop. Et ça fait aussi peur. C'est pour ça qu'il faut aussi, entre guillemets, éduquer et civiliser le candidat. Et le fait aussi, surtout dans votre cas de figure, qu'ils aient une expérience de la gestion de conflits de façon générale ou particulière. Ça c'est clair que ça fait partie du job d'arriver à, par exemple, quand on est face à un CODIR en gestion de crise et qui se tire dans les pattes pour des raisons politiques et d'ego. En gestion de crise, c'est démultiplié. Il faut avoir les bons arguments et il faut avoir les bons arguments pour mettre tout le monde d'accord. La gestion du conflit, ça doit être important aussi d'avoir ça comme qualité à la SNCF pour le contact avec le public. Oui, tout à fait. Ouais, la communication, c'est le premier élément qu'on regarde, c'est voilà, comment ils vont s'exprimer, comment ils vont gérer leur stress. Et voilà, la première chose qu'il faut leur faire assimiler totalement, c'est justement ce relationnel avec une clientèle. Et donc, cette notion, alors on a les clients qui payent leur titre de transport, mais également les transporteurs. Pour nous,
TER, TGV, désormais Inouï, sont nos clients à la sûreté ferroviaire. Donc il y a tout ce relationnel-là, ce fonctionnement-là qui doivent acclimater, mais effectivement, le relationnel, la communication, c'est le premier élément effectivement qui ressort pour nos agents. Alors des avantages dont on n'a pas parlé, et peut-être ça en fait partie, c'est aussi de recruter des gens qui ont un carnet d'adresses, qui ont un réseau, qui ont des connexions, qui peuvent être extrêmement utiles dans le privé. Est-ce que c'est le cas ? Alors là, on est plutôt sur les officiers supérieurs et des personnes qui ont eu des positions assez importantes dans l'institution. Effectivement, ça aide. Ça aide surtout quand, là je travaille avec pas mal de policiers sur des centres commerciaux, ça aide pour quand il se passe quelque chose, pour appeler, ça aide à mettre de l'huile dans les rouages pour faire comment dire, la jonction par rapport à la prise de contact. C'est vraiment... on gagne du temps. On gagne énormément de temps. Jacques Varnery. Alors oui, et sachant qu'en plus il y a forcément un langage en fait propre à l'administration. Donc si vous ne le maîtrisez pas lors d'une crise, ça va être très compliqué. Donc effectivement déjà la connaissance en fait du langage, des acronymes, ne serait-ce qu'en fait connaître l'organigramme. Qui se charge de telle affaire, c'est la police judiciaire, telle affaire, c'est plutôt la DGSI, telle affaire, c'est le commissariat local. Donc pouvoir finalement connaître au moins quelle administration spécialisée va être compétente, c'est important. Après, évidemment, le carnet d'adresse permet effectivement de faciliter les choses, mais je pense que les institutions, que ce soit police ou gendarmerie, se sont énormément ouvertes au privé, de manière à faire bénéficier leur expertise. Donc, si le carnet d'adresse servait peut-être beaucoup autrefois, je crois qu'aujourd'hui moins, parce que c'est des institutions qui se sont beaucoup ouvertes en fait sur l'extérieur. Christine et Franco, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il y a une dizaine d'années, 15 ans, le carnet d'adresse était le faire-valoir qui faisait qu'on était recruté. Et ça se monnayait en plus ? Bon, oui, ça se monnayait comme toute compétence autre. Ouais. Avec la professionnalisation des métiers de la sécurité, je pense que le carnet d'adresse est un plus, mais on est vraiment en sûreté-sécurité dans des réelles compétences. Et puis avec tous ces dispositifs de continuum de sécurité, les conventions qui ont été mises en place, où maintenant chaque référent sûreté, il y a des listes qui sont faites, peut avec la CCI avoir la liste du référent de la zone, du commissariat, etc. Et ça c'est hyper important, ce qui n'existait pas avant. Puis après, bon, c'est vrai que, bon, par exemple, nous, dans nos missions, on est aussi une interface. Je travaille avec des grands groupes, il y a des problèmes qui ne sont pas mon job, puisque moi, je suis dans les partenariats. Mais bon, un directeur de sûreté va m'appeler, il va me dire, écoutez, Madame Alejandro, j'ai besoin, qui ? Bon, ben, ça sera tel commissariat, le référent, c'est telle personne. Et on a vraiment une connexion qui est beaucoup plus fluide de nos jours, et c'est plus besoin d'être ou directeur ou quoi que ce soit pour avoir son entrée. Là maintenant, ce qu'on veut, c'est des sachants et identifier les bonnes personnes. Et comme ça bouge beaucoup, comme dans toutes les entreprises, savoir qui est à ce poste et que ce soit réactualisé. Bien sûr, mais si on a un carnet d'adresses et qu'on l'a développé et qu'on l'a entretenu et qu'on a des liens directs avec des gens importants, ça aussi, c'est important quand on recrute dans une entreprise. On sait que oui, mais je ça pense peut aussi, surtout dans le privé, pour négocier des contrats, peut-être des choses comme ça, non ? Ça a été parfois à l'inverse, ça ouais. a posé plus de problèmes finalement qu'autre chose. Donc, voilà. C'est-à-dire il y a eu des affaires en fait. Mais justement, je voulais vous en parler parce qu'il y a des risques. Il y a des risques quand même, avec des conflits d'intérêts. Juste, je rappelle l'exemple de Bernard Squarcini, qui était ancien directeur central du renseignement intérieur, devenu ensuite gérant d'une société de conseil en sécurité et qui a été mis en examen en septembre 2016 pour plusieurs chefs d'inculpation, dont celui de trafic d'influence. Est-ce que ça ne fait pas partie de ces risques, justement, de ne pas savoir où est la frontière ? Justement, en fait, pourquoi prendre des risques alors qu'aujourd'hui, vous avez une institution comme la police ou la gendarmerie qui est totalement ouverte. Vous allez aujourd'hui sur LinkedIn, vous avez des tonnes de profils qui sont complètement ouverts, ce qu'il n'y avait pas il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, à travers LinkedIn, vous pouvez prendre contact avec le directeur de l'ordre public et la circulation à Paris, vous pouvez prendre contact avec n'importe qui. Donc il y a cette ouverture aujourd'hui de l'administration qui s'est beaucoup plus ouverte au privé parce qu'il y avait... ce besoin justement de continuum. Donc je pense qu'en fait aujourd'hui c'est plus le mode de fonctionnement du privé. D'accord. Je pense qu'il y a un warning en fait sur le fait que ça peut être justement dangereux. On peut pas faire n'importe quoi.
Donc il y a plutôt intérêt à partir sur des circuits légaux de communication que de partir sur des circuits d'influence. Johan Hospital. Ouais, pour le rejoindre totalement, nous en termes de fonctionnement, par exemple, il met en place des conseillers. Donc on a des commissaires pour la police qui est détachée, colonel pour la gendarmerie, conseillère justice, et qui du coup servent avec leur carnet d'adresses actuel, à jour. Ce qui évite, voilà. Alors on a toujours des directeurs, directrices qui peuvent venir du corps de la préfecture, pareil des officiers de la gendarmerie, c'est des parcours qu'on peut voir lorsqu'on reprend l'historique de nos directeurs de la sûreté ou directeurs de la sûreté ferroviaire, mais c'est plus un prérequis indispensable à notre fonctionnement. Maintenant, je mets quand même un bémol dans le sens où on a des officiers généraux qui sont à la tête de grands groupes, qui sont déployés à l'international. Donc ces personnes qui ont un carnet énorme, un carnet d'adresses énorme, mais pas en termes de business, en termes opérationnel, qui vont dire on a un événement qui se passe à Kaboul, au Nigeria ou ailleurs, ou en Côte d'Ivoire, on connaît le chef de détachement de Barkhane au Sahel, etc. Donc en fait, là, ça va très très vite s'il y a besoin d'exfiltrer des gens, etc. Et c'est là où ils ont un carnet d'adresses. Je ne parle pas business, je parle opération qui est vraiment précieux, qui sont vraiment précieux. Ils ont leurs anciens collègues au Quai d'Orsay, anciens collègues patrons de l'unité X et Y, et c'est là où, sur la partie opérationnelle, il y a une vraie plus-value. Activité, c'est tout. Voilà. Action, réaction, et c'est ce qu'on cherche. Mais ça c'est encore dans l'opérationnel, on n'est plus dans le business. Je ne parle pas de business. Oui, même à ce jour, quand on nous demande des personnes ou des fonctionnaires pour partir en Protec à l'international, ce sont des personnes qui sont bien identifiées, dans des unités bien identifiées. Mais bon, ils ont le carnet d'adresse, mais ils ont surtout la compétence. Donc c'est pour ça qu'on ne le mettra pas en phare. Pour moi, ça ne sera pas l'essentiel. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que, Jacques, vous regrettez le secteur public ? Alors parfois oui, hein, bien évidemment, hein, quand je vois certaines opérations dans lesquelles partent mes collègues, forcément, il y a ce... Par exemple des opérations, des affaires ou autres, où il y a un enjeu qui est assez important, on a envie d'y être. D'action, quelque part. D'action, l'adrénaline, oui, tout simplement. Arnaud ? Oui, alors là, complètement, ça c'était le plus difficile, c'est de ne pas être dans l'actualité. En fait, on était on était dedans, ça c'est le plus difficile, mais ceci dit, je ne regrette rien du tout. C'est une belle aventure. Pas facile, c'est pas un long fleuve tranquille, mais je ne regrette pas du tout. Johan ? Moi, je rejoins à moindre mesure sur bien sûr le côté adrénaline, mais oui, le côté enquête, mener tout de A à Z, être domiciliaire, tout ça, c'est des choses qui sont en termes d'adrénaline et qui sont à vivre, qui était une très bonne école de la vie, mais avec le recul, je ne regrette pas, je n'aurais certainement pas fait la carrière que je suis en train de construire encore à l'heure actuelle et les évolutions, donc voilà, je m'y retrouve totalement à l'heure actuelle. Christine, vous qui êtes toujours dans le public, est-ce qu'un jour vous imaginez passer dans le privé ? Je vais peut-être vous étonner, non, pour la simple et bonne raison. Je suis policier depuis 35 ans, ça fait 10 ans que je suis sur ce dispositif. Mais dans la police, j'ai fait énormément de mobilité, puisque tous les 3 ans, j'ai changé de poste. Donc j'ai eu la chance de toucher à beaucoup de choses. Je rejoins Arnaud, moi la difficulté, c'est le service actif qui me manque, puisque j'ai eu la chance de partir à l'étranger, d'être dans des unités spécialisées. Et c'est ça qui est le plus frustrant. Mais bon, je veux dire, je me sens bien dans ma mission. Pourquoi je ne pars pas dans le privé ? Parce que j'ai l'impression d'être utile pour mes collègues. Et je pense que c'est important qu'un collègue soit bien informé pour bien bosser. Parce que quelqu'un qui est bien dans sa tête, il est efficace, il est efficient. Donc je me sens utile. Donc tant que je pense avoir encore des choses à donner, je resterai. Mais on doit tous les trois, beaucoup à l'institution. Moi, je dois tout. On a appris un métier, on a été légitime, un savoir-être. Moi, je remercie l'institution de tout ça. D'accord. Et après, c'est ce qui donne votre efficacité. On vole de ses propres ailes. Merci à tous. Je voudrais pas qu'on se quitte sans un hommage d'Agnew Sécurité à Jean-Paul Belmondo. J'ai eu la chance de le rencontrer. C'était un homme magnifique. Votre film préféré, Christine ?
Itinéraire d'un enfant gâté. Ah, oui. Johan, itinéraire également, Claude Lelouch. Peur sur la ville. Alors, Peur sur la ville, pourquoi Peur sur la ville? Parce que le GIGN a travaillé avec Belmondo en hélicordage. Effectivement. Et voilà. Babel qui avait incarné tant de policiers et donné la vocation, paraît-il, à tant d'autres. Beaucoup d'affiches dans les commissariats. Oui. On va beaucoup le regretter. Salut l'ami, on part sur ces quelques affiches justement où il incarnait un policier.